Bonsoir à toutes et tous. Je crois que je ne connais pas tout le monde, mais des fois que Olivier Duc, premier adjoint en charge de la transition du territoire. Donc un sujet particulièrement important ce soir avec les enjeux de la gestion du glacier de la Grande Motte, qui est notre emblème à Tignes et qui est aussi un site très prisé de nos vacanciers et un site d'activité historique de Tignes et sur lequel on compte encore beaucoup. Et en même temps, voilà, on a cette fonte qu'on constate, qu'on voit d'ici, sur laquelle on s'est penché depuis de nombreuses années. Il y a eu des adaptations, mais sur laquelle vraiment on a mis des études très approfondies ces derniers temps pour anticiper le plus possible les évolutions à venir. Alors cette conférence, c'est la dernière de l'été. Voilà, pour ceux qui sont là, juste cette semaine, on a fait tous les mardis soirs un cycle de conférences sur différents sujets liés à la transition, à l'accessibilité, à tous les sujets environnementaux, notre place, nous, humains, au cœur de cette nature et la manière dont, en tout cas, on peut interagir et avoir une activité qui soit compatible et durable dans le temps ici à Tignes et s'inscrire dans un tourisme qui soit soutenable, durable et qui soit respectueux de notre environnement. Donc voilà, c'est le dernier de cette séquence d'une dizaine de conférences. La semaine dernière, on avait un expert qui nous exposait les risques, les impacts, en tout cas en montagne, du réchauffement climatique. On avait commencé à toucher du doigt le glacier de la Grande Motte, parce que ça en fait partie. Mais voilà, la particularité de ce site, c'est que voilà, c'est un site de haute montagne. On peut y grimper au sommet. Pour ceux qui ne l'ont pas fait, c'est quelque chose de très accessible. Mais il y a toute une activité touristique, il y a tout un aménagement qui est présent depuis la fin des années 60, grosso modo. Ça fait 50 ans, un peu plus que 50 ans même. Donc quelles évolutions, comment on peut faire pour maintenir les choses, ne pas s'acharner, ne pas empirer, au contraire, essayer d'aménager de manière responsable et en même temps maintenir quelque chose, une attractivité touristique, pouvoir faire découvrir ce lieu. C'est tous les sujets qui rentrent en compte, plus évidemment un glacier, c'est un réservoir d'eau, c'est notre château d'eau naturel. Réfléchir à l'avenir sur l'évolution de notre ressource en eau avec cette évolution glaciaire. Donc pour ceux qui étaient là cet hiver, pour les locaux qui avaient vu la présentation, on va reprendre des choses similaires, mais on va évoquer le sujet sur un angle un peu aussi complémentaire, différent. Et puis on est dans un mode plus interactif, donc s'il y a des questions au fur et à mesure que vous voulez poser, n'hésitez pas. C'est pas, je pense, de toute façon. Numéro, c'est en mode conférencier, donc il y a des explications, mais voilà, l'idée c'est que ce soit... Là justement, c'est pas une présentation descendante, c'est plutôt, c'est pas la stratégie de Tignes par rapport au glacier, c'est plus vous proposer les enjeux, les problématiques qu'on a sur le glacier, et puis pourquoi pas réfléchir collectivement sur ce que vous pouvez imaginer, que ça soit pour les interactions avec le domaine skiable, que ça soit pour la ressource en eau, que ça soit pour les risques glaciaires, ou d'une manière générale, ce que vous évoque le glacier, c'est plutôt dans la discussion qu'on pourra aborder tel ou tel point. Voilà, je vais terminer juste pour dire que voilà, ce sujet est l'objet de l'attention de tous les services ici à Tignes, parce que Jordan Ray, qui est en charge de ce projet et de toute l'ingénierie des transitions, on va dire, et des ressources, et pilote tout ça, mais c'est évidemment en lien avec les pistes, avec l'Inévoquement, avec la STGM, et puis évidemment en partenariat avec le parc de la Vanoise et l'Adrial, qui s'occupe de la réserve naturelle de Tignes-Champagny, la Grande Sassière aussi, mais en l'occurrence c'est Tignes-Champagny. Donc on est sur un site partagé, sans compter qu'en fait on est sur les communes de Champagny et de Valseny. Donc c'est la Grande Motte, c'est un cas d'école, comme je dis souvent. Mais c'est notre glacier. Voilà. Je te laisse la parole, Jordan, et voilà, bonne réunion à tous.
Alors, je suis désolé, j'ai pas eu le temps vraiment de préparer un PowerPoint dédié. J'ai fait un PowerPoint Frankenstein, j'ai récupéré des diapos ici et là, et puis j'ai constitué une sorte de présentation. Malgré tout, je voulais commencer par qu'est-ce que vous évoque le glacier de la Grande Motte, qu'est-ce que vous évoque les glaciers d'une manière générale dans l'imaginaire individuel et dans l'imaginaire commun. Est-ce que quelqu'un souhaiterait s'exprimer? Jean-Louis? Non? Toi qui as passé un temps fou sur le glacier? Non? Non, quand j'étais jeune, c'était les neiges éternelles. Et là, c'est un signe très très fort de la crise climatique, comme disait un dernier. Giovanni? Je vais dire la ressource en eau. Ben voilà, chacun a sa propre appropriation du site de la Grande Motte. Olivier parlait d'un site où on y fait du ski, où c'est quelque chose, à l'époque pour Tignes, c'était la promesse du ski 365 jours par an. C'était fait avec le glacier. C'est un truc qu'on mentionne peu, mais c'est un paysage qui est atypique, qui est assez beau dans le paysage. Et c'est quelque chose qui est menacé, on va le voir au cours de ma présentation. C'est patrimonial. Alors, il n'y a pas de statut juridique pour les glaciers. Ça n'existe pas. Alors, on a des statuts juridiques pour le parc de la Vanoise, pour le protéger, mais un glacier, en tant que patrimoine, n'a pas de statut. C'est un peu dommage parce que maintenant qu'on commence à se rendre compte qu'on va les perdre sur l'arc alpin, on se dit c'est dommage parce que c'est important de témoigner et puis de pouvoir en profiter tant qu'ils sont encore là. Pour ma présentation, je vais citer quelques généralités sur le climat. Ensuite, on abordera un petit peu le rôle de l'homme dans les changements climatiques. Et puis ensuite, j'aborderai quelques principes et généralités sur les glaciers. Ça sera très simple et rapide, hein, ce sera assez ludique. Et puis l'état des lieux dans l'arc alpin, et on se centrera ensuite sur notre objet, le glacier de la Grande Motte, et quel est son état et puis quelle est son évolution future. Et ensuite, on fera un petit point où on essaiera de réfléchir un peu collectivement entre le lien entre la fonte du glacier et le domaine skiable, les risques proglaciaires. Je ne sais pas si ça n'a peut-être pas dû vous échapper, mais à Tignes, il y a 3 sites proglaciaires en France. Il y en a 2 à Chamonix et 1 à Tignes. Bon, il y en a un à la Bérarde aussi. Et c'est quelque chose qui interroge ces grands lacs qui se forment au retrait des glaciers sur leur potentialité à se déverser dans les vallons assez rapidement. Et le dernier point, mais ça, on avait fait un forum dédié sur la ressource en eau, donc je l'aborderai simplement comme sujet. Je ne le détaillerai pas ici, sur l'évolution de la ressource en eau. D'abord, sur la Terre dans les temps géologiques, elle a connu énormément de variations de climat, des périodes glaciaires et interglaciaires. Donc c'est ce que j'ai illustré ici. Donc c'est des cycles qui font environ 100 000 ans, où vous avez 20 000 ans de chaud, c'est la période qu'on a actuellement, et puis 80 000 ans de froid, puis 20 000 ans de chaud, et dans ce froid, il y a des variations. Il peut faire plus ou moins froid. Et également, dans le chaud, il peut faire plus ou moins chaud. Donc, longtemps, on s'est posé la question, quel est le rôle de l'homme dans tout ça? Ce sont des cycles naturels. Finalement, c'est presque arrogant de se dire que on a aussi un rôle là-dedans. Donc, longtemps, on s'est dit, on émet du CO2. Est-ce que c'est significatif pour modifier le climat? Et c'est ce qui a fait que pendant très très longtemps, on a eu un débat un peu stérile sur notre rôle ou pas, et qu'on a pris beaucoup de temps à agir. Alors que le fait d'avoir du CO2 dans l'atmosphère et que le CO2 augmente la température et la moyenne annuelle à l'échelle du globe, c'est quelque chose qui est connu depuis très très longtemps.
L'effet de serre est connu depuis très très longtemps. On rajoute du CO2, on augmente la température. C'est automatique. Le CO2 dans l'atmosphère, il existe naturellement. Et c'est une opportunité sur la planète Terre d'avoir du CO2, parce que sinon il ferait moins 19 degrés en moyenne sur la planète Terre, si on n'avait pas cet effet du CO2 dans l'atmosphère. Et du coup, on en émet un peu, beaucoup. Est-ce que ça a un rôle significatif? Donc, il y a longtemps, on s'est posé la question de notre rôle. Est-ce que vous savez à peu près, entre une période glaciaire et interglaciaire, quelle est la variation en degrés? Si on dit qu'on a, par exemple, 20 degrés de moyenne en période interglaciaire, d'après vous, combien on aurait en température moyenne en période glaciaire? Alors, moins 10 dans les extrêmes, mais en moyenne, c'est plutôt moins 5 en fait. Donc, c'est-à-dire entre une situation où vous avez, ça c'est la vallée du Grésivaudan, Grenoble, où vous avez 2000 mètres d'épaisseur de glace, et ça, vous n'avez que 5 degrés de différence entre les deux. Donc, passer d'une période interglaciaire à glaciaire, on connaît. Passer d'une période interglaciaire à du réchauffement qui s'emballe, eh ben, on connaît moins. Et ça interroge beaucoup, parce que ça a un impact qui est non négligeable. Par exemple, quand on était en période glaciaire, on pouvait aller en Angleterre à pied. Pas de problème, on traversait la Manche, l'océan était 150 mètres plus bas, parce qu'il y avait beaucoup plus de glace. On pouvait aller en Angleterre à pied. Alors après, on se retrouvait en Angleterre avec 1000 mètres de glace, jusqu'en Écosse. Mais il n'y avait que 5 degrés, 4-5 degrés de différence entre le climat actuel et le climat en période glaciaire. Alors, le passage de ça en période glaciaire à ça en période interglaciaire, c'est plusieurs centaines, voire plusieurs milliers d'années. Si on regarde sur le graphique qui est là, eh ben c'est progressif en fait. Si on regarde ici l'évolution ça dure plusieurs centaines, voire plusieurs milliers d'années. Ce qu'on va connaître dans les années à venir, jusqu'en 2100, ça va aller très vite. C'est-à-dire qu'on va augmenter de plus de 5 degrés, mais pas en plusieurs milliers d'années, mais en quelques dizaines d'années, quelques décennies. Est-ce que vous savez comment on a démontré de manière irréfutable que c'est le rôle de l'homme dans les excès de CO2 qui a un impact sur le climat? C'est un chercheur français qui est décédé il y a 1 an et demi, qui a mis ça en lumière il y a un paquet d'années maintenant. C'est Claude Lorius, qui a eu une fulgurance en buvant son whisky, comme quoi. Il regardait la glace fondre dans son verre de whisky. Il voyait des petites bulles s'échapper de cette glace. Et il s'est dit, mais ces bulles qui ont été emprisonnées au moment où s'est formée la glace, elles contiennent du gaz. Ce gaz, on peut l'analyser et on peut le dater. Et du coup, dans les grandes carottes qu'on a réalisées dans l'Antarctique, des carottes qui font des milliers de mètres de profondeur, sur des épaisseurs de glace énormes en Antarctique, on peut remonter à l'évolution du CO2 dans ces carottes de glace. Et on a moins de CO2 dans les périodes plutôt froides, un peu plus de CO2 dans les périodes chaudes, et on a ces variations sur 800 000 ans. Et donc ça, c'est naturel, c'est le climat tel qu'il fonctionne en cycle glaciaire-interglaciaire. Alors, ce qui fait qu'on passe d'un cycle glaciaire à interglaciaire, c'est les paramètres orbitaux de la Terre. On se rapproche plus ou moins du Soleil. On a l'axe, l'inclinaison de la Terre qui est plus ou moins importante, ce qui fait qu'on reçoit plus ou moins d'énergie. Donc c'est ça qui définit et qui fait que c'est cyclique, hein, que ça arrive tous les 100 000 ans, enfin 80 000 ans de froid et puis 20 000 ans de chaud. C'est quelque chose qui est naturel. Et pour le coup, là, ces dernières années, on a ce qu'on a observé en 2008. Donc on dépasse toutes les quantités de CO2 qu'on n'a jamais connues. Et puis ça, c'est pour des émissions en 2100 qui sont faibles, et ça, c'est pour des émissions qui sont fortes. Donc en fait, on est en train
de contribuer de manière très importante et significative au réchauffement climatique. Et c'est ces carottes de glace qui ont rendu ça comme un fait scientifique irréfutable. Et c'est sur cette base qu'on s'est dit, il y a un rôle de l'homme, donc il nous faut agir. Mais ça a pris énormément de temps. Entre le moment où on a compris qu'il y avait des cycles naturels, il y a des cycles naturels du climat, ils sont liés à la variation de CO2 dans l'atmosphère, mais quel est le rôle de l'homme dans tout ça? Difficile à dire. Alors, je vous ai présenté ici, alors je ne vais pas le détailler, c'est un petit peu compliqué, le cycle du carbone. Vous voyez que dans le cycle du carbone, vous faites intervenir plusieurs réservoirs, l'atmosphère, l'océan, la lithosphère, c'est les roches, et la biomasse, c'est tout le vivant, pour faire simple. Et vous avez des flux d'échange entre l'atmosphère et ces réservoirs. Donc par exemple, entre les océans et l'atmosphère, vous avez des océans qui vous fournissent 90 gigatonnes de CO2, et ces océans, ça c'est ce qu'ils produisent, mais ils vous en récupèrent aussi 92. Donc l'océan a tendance à capter plus de carbone qu'il en émet. La lithosphère, il y a aussi des échanges un petit peu moins importants. La biomasse, il y a des échanges très importants, 60 gigatonnes contre 62 récupérés. Donc vous êtes sur des ordres de grandeur colossales dans le cycle. Et quand on parle de l'intervention de l'homme, eh bien, en fait, ça se joue sur seulement 8 gigatonnes. Donc comment, dans ces 90 plus 60, dans ces 150, comment 8 gigatonnes de CO2 émises par l'homme, ça contribue à la variation du climat? C'est que 5% finalement dans les grands cycles de carbone d'émissions. Donc ça fait partie aussi du questionnement qu'ont eu les scientifiques, de se dire mais en quoi finalement l'homme contribue? Et bien en fait c'est que dans ces sources de carbone et ces puits de carbone, si vous en émettez 8 de plus, ces 8 gigatonnes, il y en a 4 qui sont récupérées par des cycles naturels, mais il y en a 4 qui s'accumulent dans l'atmosphère. Vous en émettez 8 en 2023, vous en émettez, dont 4 qui ne sont pas récupérés, vous en émettez 8 en 2024, 8 en 2025, et à chaque fois, vous avez accumulé 4 gigatonnes de plus. Donc ça a l'air d'être peu, mais sur un temps un petit peu plus long, sur des décennies, c'est en fait vraiment significatif. Donc, comment on émet du carbone? Il y a deux façons. Donc, il y a 6 gigatonnes qui sont liées à la combustion d'énergie fossile. Donc, toute la biomasse qui a été enfouie dans la croûte terrestre sous forme de gaz, de charbon et de pétrole, ben, vous les sortez et vous les brûlez. Et ça va émettre dans l'atmosphère. Et la deuxième manière d'émettre du carbone, c'est les énergies fossiles, c'est la déforestation. Le fait de couper une forêt, forcément la forêt elle va pourrir ou être en combustion et du coup elle va émettre du CO2 et puis elle ne va pas en capter, forcément. Donc voilà un petit peu l'explication scientifique du rôle de l'homme sur le climat. Alors j'ai vraiment simplifié 50 ans d'histoire sur le climat, mais c'est pour essayer de comprendre un petit peu les choses. Où on en est? On est à peu près là, dans l'évolution des températures. Donc ça, c'est un climat qui n'est pas perturbé ou pas trop en 1950. Et puis là, on est à 1,2 degré en moyenne mondiale. Et ça nous appartient. C'est est-ce qu'on va tendre vers cette trajectoire ou celle-là? Si on regarde celle-là, on ne contrôle absolument pas nos émissions et on fonctionne exactement comme maintenant. Ici, on a un faible contrôle, ou un contrôle qui est lié à la pénurie des énergies fossiles, ce qui va arriver. Et nous, on va se balader quelque part là-dedans, en espérant être... plus on est dans des températures de degrés, plus on a quelque chose qui est contrôlable au niveau des impacts sur le climat. Et plus on va se situer dans cette situation-là, plus ça va être compliqué. Donc vous voyez, tout à l'heure, on a parlé d'une baisse de température en période glaciaire de 5 degrés. Et bien, on peut aussi créer une augmentation de 5 degrés en quelques décennies.
Alors, c'est pas pour vous miner le moral, mais on peut agir dès maintenant, quoi. Et plus on agit vite, plus c'est efficace. Le CO2, il a cette petite particularité, c'est qu'une fois qu'il est émis dans l'atmosphère, il est très stable. Il n'y a rien qui le détruit. Il n'y a que des puits naturels qui peuvent le récupérer, mais ils mettent des milliers d'années à agir. C'est-à-dire que le carbone qu'on a émis, avant d'être récupéré dans des puits naturels, ça va prendre des centaines, voire des milliers d'années. Donc les émissions qu'on a faites, même si on arrêtait demain, le climat il est déjà perturbé. Donc la notion, c'est est-ce qu'on va continuer à le perturber fortement ou pas, ça nous appartient. Donc on a vu ces variations de température sur le climat. Maintenant, quel est l'impact sur la cryosphère, et notamment sur les glaciers, et comment fonctionne un glacier? Alors, ça, c'est un petit schéma d'un cas général sans changement climatique, c'est assez classique. Vous avez une zone d'accumulation sur la partie haute du glacier, une zone d'ablation sur la partie basse. Ça marche même en situation avec un climat stable, où vous accumulez de la neige ici. Cet amas de neige va se transformer en glace et piéger des bulles d'oxygène, des bulles d'air notamment. Et puis cette glace, elle a la particularité qu'elle n'est pas statique, elle va faire que fluer, elle fait que bouger cette glace. Et elle a aussi la particularité d'avoir énormément d'énergie quand elle bouge et d'avoir une capacité d'érosion qui est très très forte. Et c'est pour ça que quand on regarde les paysages glaciaires, là j'en ai un merveilleux en face de moi, le vallon de la Sassière, qui est une vallée en auge qui a été creusée par un glacier. Vous allez former systématiquement des ombiliques, qui sont des surcreusements, des reliefs négatifs. Et puis dans les points un petit peu plus durs, vous allez créer des verrous. Donc vous allez avoir une succession, et on le voit par exemple ici, vous avez la vallée en auge, ensuite vous avez un creusement qui correspond au verrou, puis de nouveau une vallée plate, puis de nouveau un creusement, et ça s'enchaîne jusqu'à ce que le glacier fonde dans sa zone d'ablation. Donc vous avez un équilibre qui se forme entre la zone d'accumulation et la zone d'ablation, et c'est ça qui va définir cette morphologie de glacier. Bon, vous avez quelques moraines qui peuvent se former au fond du glacier, et puis frontalement et latéralement, mais c'est secondaire. Un glacier qui bouge beaucoup, c'est un glacier qui a des crevasses et des séracs. Si vous connaissez bien le glacier de la Grande Motte, alors sur la partie haute, qui est encore une petite zone d'accumulation avec des pentes importantes, vous avez sur certains verrous encore sur la face nord des séracs et des crevasses ouvertes. C'est que votre glacier, il circule beaucoup. Si vous allez vous situer sur la partie du Roselin, qui est maintenant morte, parce que le glacier est déconnecté de la partie haute, vous n'avez plus de crevasses, ou très peu. C'est un glacier qui ne bouge plus. Un glacier qui bouge beaucoup, il va parcourir plusieurs dizaines, voire centaines de mètres par an. Un glacier qui ne bouge pas, comme le bout du glacier de la Grande Motte, c'est quelques centimètres par an, pas plus. Donc ça, c'est le cas général avec des glaciers sains en période glaciaire ou interglaciaire, peu importe. Ce qui va changer, c'est où vous mettez votre zone d'accumulation et où vous mettez votre zone d'ablation. Quand vous mettez du réchauffement climatique là-dedans, eh ben, vous avez un glacier. Là, on est à plus 1,2 degrés mondialement. Dans les Alpes, on est à plus 2,2, 2,3. On a un petit effet de continentalité qui fait qu'en France et dans l'arc alpin, on a un peu plus de réchauffement qu'ailleurs. Et ben, en fait, ces équilibres-là suffisent à détruire complètement un glacier. Donc vous avez une zone d'accumulation ici qui devient très très faible et une zone d'ablation beaucoup plus forte. Et vous allez enlever tout ce volume de glace et vous allez laisser derrière ce volume de glace généralement des lacs de verrou. Si on regarde le Val-Claret, c'est un ancien ombilique glaciaire qui a été rempli de sédiments. Donc il y avait un lac, puis des sédiments, puis une zone humide, et puis maintenant le Val-Claret qui a été urbanisé. Le lac de Tignes, son devenir, c'est la même chose. C'est de se remplir de sédiments et puis devenir une plateforme plate, tout simplement. Et donc voilà un petit peu comment, au retrait des glaciers, on crée du relief et on crée cette diversité de paysages formidables qu'on a dans les Alpes. Alors, quelques chiffres. En 2014, on avait perdu 50% de la surface des glaciers sur l'arc alpin.
En 2100, on est entre 95 et 99%. Et 95, c'est un scénario relativement optimiste pour les émissions de gaz à effet de serre. 99, c'est le scénario le plus pessimiste. Donc autant dire que sur l'arc alpin, il n'y a plus de glacier en 2100. Et ça, c'est joué, quelles que soient finalement les actions qu'on peut avoir. Alors, donc sur le glacier de la Grande Motte, quelques illustrations. On a pris des états de référence. La dernière canicule de 2003, elle avait découvert beaucoup de neige. Donc on avait pu voir ce moment un peu d'ablation et d'apparition de la glace. Et ça, c'est l'état en 2022 où on voit apparaître ces fameux verrous rocheux, ici et là. Un petit nota bene, si ici ce sont des tas de snow farming, c'est des bâches qui permettent de conserver la neige de l'hiver pour la réutiliser l'été. Si on a recours à ces solutions-là, c'est précisément parce qu'on a ces problèmes avec ces reliefs qui sont plus compliqués pour le ski et pour l'ouverture des pistes. Évidemment, un glacier, c'est super, dès qu'il neige dessus, vous avez tout de suite une topographie favorable pour faire du ski. Quand vous retirez le glacier, vous laissez ce relief un peu chaotique, fait d'ombiliques, de verrous et puis de chaos de blocs, qui fait qu'il faut des accumulations de neige importantes avant de pouvoir skier dessus. Alors, le glacier de la Grande Motte, c'est un glacier qui a été beaucoup investi par des études scientifiques. Alors, c'est la collectivité qui les a mandatés. Et il est assez bien connu. Et il est assez bien connu tant rétrospectivement, de 1982 à 2019. Donc ça, c'est l'état en 1982, une quarantaine d'années, où vous aviez des épaisseurs max de 140 mètres par endroit, et puis un glacier qui avait une certaine surface. Ça, c'est l'état en 2019. L'état en 2019, alors il a perdu un peu de surface, pas tant, il a perdu que 30% de sa surface. Par contre, il a déjà perdu 70% de son volume. Si on regarde entre 82 et 2019, il a perdu 40 mètres d'épaisseur de moyenne. Forcément, en 40 ans, et 40 mètres, ça fait 1 mètre par an. En réalité, là, ces dernières années, ça s'accélère et on est plutôt à 3 mètres par an. On le suit beaucoup en ce moment, le glacier. On fait pas mal d'expérimentations scientifiques en lien avec la gestion du risque proglaciaire. Et sur la période d'août, à partir du moment où la neige a commencé à fondre, entre le 1er août et le 15 août, il a perdu 1 mètre d'épaisseur en 15 jours cette année. Donc c'est très rapide. Tout ça pour dire qu'en plus la glace elle est assez sombre, assez noire. Vous voyez un petit peu sur ces images-là, donc ça fond encore plus vite que la neige. La glace fond plus vite que la neige. Bon, voilà. Donc voilà l'état en rétrospectif, ce qui est déjà passé, ce qui est déjà derrière nous. Pour les états prospectifs, on a des modèles qui ont tourné, qui nous donnent une fin de glacier en 2060. Malheureusement, ces modèles ne sont pas très réalistes. On les a mis à jour récemment. Et on a une vision très précise de l'évolution du glacier. Alors ça, c'est la face nord. Hein. Donc je vais parler que de la zone sur laquelle on skie actuellement. Donc si on regarde un petit peu le parcours d'un skieur, il va monter au niveau il va prendre le funiculaire, il va passer sous terre, il va arriver ici au niveau du panoramique, avec un super restaurant. Et puis ensuite, il va prendre le téléphérique qui va monter jusqu'au haut du domaine. Et le skieur, il va descendre par cette rampe-là, il va pouvoir descendre sur cette merveilleuse piste, partir ici et arriver au Val Claret par là. Donc c'est un atout énorme parce que c'est pour le ski, c'est la promesse d'une piste très très longue avec des paysages à couper le souffle. Ça, c'est l'état en 2023. On va avancer 2024, 2025. Donc vous voyez l'apparition des verrous qui scindent le glacier à plusieurs endroits. 26, 27, 28, 29, 30, 33. Donc 2023 à 2033, ça, pour moi, c'est pas un glacier. C'est un reste de glacier.
ce qu'on a remarqué avec ces études scientifiques, c'est qu'en fait, on a un point de bascule un peu particulier. En 40 ans, on a perdu que 30% de la surface. Et en 40 ans, c'est un peu lent. Et au niveau de nos perceptions, c'est difficile de se dire, ah ben, on le voit fondre. Mais ça garde l'aspect d'un glacier. Là, on est à un point de bascule où, comme on a moins de 10 mètres d'épaisseur un petit peu partout, et ben en fait, comme vous fondez 3 mètres par an, forcément, en quelques années, il ne va plus rien rester. Donc, on va passer d'une surface où on avait perdu que 30% de la surface à 85% de la surface dans la prochaine décennie. Donc, c'est vraiment un point de bascule sur ce glacier, avec les problématiques d'apparition de verrous rocheux de partout. Donc ça, c'est le diagnostic, qui n'est pas très heureux. Maintenant, quel problème ça nous pose? Donc je vous ai dit que le glacier, c'était une formidable opportunité, c'était la promesse du ski 365 jours par an, c'est un paysage emblématique, merveilleux. Et bien forcément, le premier truc moi qui me vient, c'est on va perdre un patrimoine, et rapidement. Donc il nous faut témoigner, il nous faut en parler, parce que ce n'est pas du tout anodin, c'est central à Tignes. Quand on arrive à Tignes depuis le couronnement du barrage, le premier truc qu'on voit au fond, c'est le glacier de la Grande Motte. Donc dans les années à venir, il n'aura plus du tout le même aspect, ce sera moins heureux. Donc le premier truc qui me vient, c'est ça. Je vous ai montré, esquissé un petit peu les problèmes qu'on pourrait avoir sur le domaine skiable. Forcément, on va faire apparaître du verrou rocheux et des grands trous, les ombiliques, qui font que quand on est skieur, on descend dans le trou, et puis après, on fait quoi? C'est difficile de remonter. On va parler un petit peu, donc je vais passer ça rapidement, des risques glaciaires. On a un lac qui s'est formé en marge du glacier. Alors, il est apparu en 2019, c'était une toute petite mare. Puis en 2022, sa surface a été multipliée par 3. Et ce glacier, alors ça c'est l'état en 2005, où on avait toute la couverture de glace, il n'y avait pas de rochers qui apparaissaient sur le même secteur. Qu'est-ce qui se passe exactement si on regarde ça en coupe? En 2010, on avait une couverture complète de glace et pas d'apparition de rochers. 2016, un petit peu d'apparition de rochers ici, et puis déjà beaucoup moins de glace. 2019, une légère apparition du lac, et 2022, un lac beaucoup plus important. Et donc ce lac et cette eau, il y a plusieurs configurations possibles. Soit c'est un lac qui repose, qui ne va pas bouger, qui est tenu par du rocher, et il n'y a pas de sujet, il n'y a pas d'aléa, il n'y a pas de sujet. Soit c'est un lac qui peut présenter des potentialités de déversement côté Tignes, donc côté des enjeux, les habitations et les équipements. Donc ce lac-là, il présente des potentialités de déversement, donc il est surveillé de près. Ce qui peut arriver, ce qui est arrivé dans d'autres sites, c'est des chenaux glaciaires qui apparaissent et qui génèrent un déversement brusque de toute la masse d'eau dans le vallon. Alors, on a été amené à agir en 2023, où on a vidangé une partie du volume du lac en creusant dans le rocher. Donc on est passé de cet état-là à moins 6 mètres à cet état-là pour réduire son volume. Si on réduit le volume, en cas de déversement, on réduit nécessairement le risque. Les impacts à l'aval sont beaucoup moins importants si on a un petit volume qu'un grand volume. Et cette année, c'est ce qui se passe en ce moment sur le glacier. Si vous avez pu vous y rendre, il y a tout un chantier en place avec une entreprise qui pose des siphons qui ont été amorcés et qui fonctionnent. Qui permettent de gérer ce volume
pour qu'on reste systématiquement et tout le temps dans une situation où on a suffisamment peu de volume pour pas que ça représente un risque significatif. Et dans les années à venir, ça c'est un traitement qui est transitoire, qui permet juste de passer l'année, mais qui ne traite pas le problème définitivement. En solution définitive, il est question qu'on creuse une galerie de glace pour pouvoir le vidanger à travers des fractures dans le rocher. Bon. C'est une parenthèse, mais c'est pour vous dire qu'on travaille sur des solutions qui sont définitives. Ça, c'est une petite image d'un moulin dans le glacier. C'est ces grands puits verticaux qui collectent l'eau. Et c'est par ce moulin qu'on souhaiterait évacuer l'eau du lac définitivement. Donc, voilà pour les risques glaciaires. Bon, ça occupe beaucoup d'équipes, hein, que ce soit les glaciologues de l'Institut des géosciences de l'environnement qui surveillent la fonte et l'évolution du lac, que ce soit la frange de l'ONF qui s'occupe des risques, pour pouvoir trouver des solutions techniques pour pouvoir diminuer ces risques ou les supprimer. Ça concerne la préfecture et les collectivités de Tignes et Champagny pour la prise de décision. On va aborder rapidement le sujet, le questionnement qu'on peut avoir sur la ressource en eau. Je vous ai dit que ces volumes de glace qui fondent chaque année, forcément, ils participent au cycle de l'eau. Ils participent à l'alimentation de notre ressource en eau à Tignes. Et cette ressource en eau, il y en a une partie qui vient, non négligeable qui vient du glacier. Juste par rapport aux usages qu'on a de l'eau et le cycle de l'eau à Tignes, on a donc de la neige, de la glace, et puis un cycle de l'eau avec de l'eau qui s'infiltre en souterrain, qui vient sortir au niveau de petites sources qui existent un petit peu partout sur le territoire, jusqu'à la Bouille du Salin, qui alimente le lac de Tignes et puis qui alimente les cours d'eau qu'on voit ici et là. Les usages qu'on peut en avoir, c'est de l'alimentation en eau potable, de la neige de culture, on prélève l'eau dans le lac pour pouvoir faire de la neige avec, un peu d'hydroélectricité, de l'agropastoralisme et puis des milieux aquatiques patrimoniaux, des zones humides, un lac, etc. Donc cette eau, on en a besoin pour nos usages, on en a besoin pour la pérennité des milieux aquatiques d'une manière générale. Et donc, on s'interroge sur le rôle du glacier dans le cycle de l'eau, puisque je vous ai dit, en 2022, quand on regarde la canicule qu'on a eue, il y avait des restrictions préfectorales un petit peu partout en France, beaucoup en Savoie. Et nous, paradoxalement, on avait nos cours d'eau qui étaient gorgés d'eau, précisément parce qu'on fond une ressource qui ne se renouvelle plus, qui est le glacier, et donc qui amène beaucoup d'eau sur le bassin versant. Et ça, c'est la contribution au cycle de l'eau du glacier. Alors, il ne faut pas regarder cette partie-là de la courbe, mais en 2022, le glacier, il a fourni 5 millions de mètres cubes. Donc c'est colossal. Alors j'ai appris qu'il fallait parler en piscine olympique, ça correspond à 2000 piscines olympiques. Donc ça participe au cycle de l'eau à hauteur entre 10 et 25% à Tignes, la fonte du glacier. Donc forcément, si on se projette en 2033 et qu'on passe d'un état où on a un glacier qui nous fournit 5 millions de mètres cubes à un glacier qui nous fournit plus qu'1 million de mètres cubes, forcément, ça va manquer à un moment donné. Donc on a tout un questionnement sur l'évolution de la ressource en eau dans les années à venir, et on lance cette année une thèse de doctorat pour essayer de comprendre comment va évoluer notre ressource et comment on peut anticiper et agir. Voilà quelques images d'expérimentations qui ont été faites avec l'injection d'un traceur, qui n'est pas dangereux pour la santé, je vous rassure. Des explorations de spéléologues avec de l'équipement qui est mis pour suivre l'évolution de la fonte du glacier. Voilà, ça c'est des explorations des spéléologues dans ce petit gouffre-là, sous 50 mètres de glace. Je vais revenir sur l'adaptation du domaine skiable. Désolé, c'est un peu décousu.
ça, c'est l'état actuel du domaine skiable, où vous avez le funiculaire pour monter au restaurant le panoramique, les remontées mécaniques, si vous les connaissez, de l'Anche, de Vanoise, qui est ici, le télésiège de la Lesse, 3500, les anciens télésièges qui ont été démontés, Champagny et Roselin. Ça, c'est l'état actuel où il y a 2 ans. Cette fonte du glacier, la prise en compte des enjeux scientifiques de la fonte du glacier, nous a amené à revoir notre stratégie sur le domaine skiable dans les années à venir. Parce que, effectivement, avec tous les problèmes que j'ai évoqués précédemment, de retrait de la glace, qui fait qu'on a beaucoup plus de difficultés à pouvoir ouvrir des pistes en sécurité, notamment au début de saison. Et ça, c'est la programmation dans une dizaine d'années. On garde les remontées mécaniques les plus structurantes et on a un repli du ski plutôt sur la partie basse, et ici du ski plutôt à l'opportunisme, c'est-à-dire s'il est tombé des quantités de neige importantes qui permettent d'ouvrir en sécurité, on le fait. Par contre, c'est très difficile de le garantir en début de saison, typiquement à Noël. Et puis, l'idée, c'est de replier le domaine skiable hors des zones glaciaires, sur des zones sur lesquelles il est beaucoup plus simple de skier rapidement. Je pense que j'en ai fini. On va pouvoir. J'ai d'autres diapositives en bonus, si vous voulez réagir sur ces sujets.